Oh, la vieille. Bon appétit, monsieur. C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Non, monsieur, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là. Je priais. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Louis de Funès a dit un jour à quel point il était dommage qu'un film ne soit plus modifiable après sa sortie. Il n'était jamais satisfait de ses prestations, toujours tourné vers le film suivant, et il aura toujours dit jusqu'à son dernier tournage en 82 à quel point il lui restait tant à apprendre. Rien n'était jamais acquis. Je tiens la plupart de mes traits de caractère à sa carrière, du fait qu'il ait persisté durant près de 15 ans avant de connaître la gloire. Il a construit sa carrière marche après marche, en partant de la plus basse jusqu'au sommet, et il y est resté, même au-delà de sa mort, et cette longévité, il la devait à sa minutie, à sa précision, tout était au millimètre près. Oh, il est là aussi. Mais le renard. Yallah. Et ça a beaucoup influencé ma vie. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond. Mais tout comme lui, quand on cherche à s'améliorer toujours plus, on regarde parfois en arrière et on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on a pu faire par le passé. J'ai toujours mis essayer de mettre le maximum de qualité dans ce que je faisais, le maximum de trouvailles, de choses. Et ça m'a occasionné cette montée insensible. Et puis alors après, quand j'ai été au fait, là, ça m'a effrayé. Là. Mais je ne cherchais pas à aller là-haut. Je cherchais à bien faire. Et autant refaire un film est difficile, autant j'ai cet avantage, sur YouTube, de pouvoir me corriger. Sur Nienko TV, je vous ai proposé des refontes complètes de quelques vieilles vidéos, comme Le Corneau, Les Visiteurs 1 ou 2 récemment. Toutes ces vidéos, faites il y a 3 ans et plus, je les ai reprises de A à Z, avec une meilleure qualité au niveau de l'image, du montage, du nouveau contenu, une nouvelle façon de raconter l'histoire, et aujourd'hui, c'est le tour de la folie des grandeurs. Le roi, la reine, messieurs les grands. L'un des films les plus colorés, les plus chatoyants, l'un des plus riches, que ce soit visuellement ou musicalement, proposé par Gérard Houry et son acteur vedette. Et il était temps que la chaîne rende l'hommage que cette super production méritait. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, la chaîne consacrée à 100% au cinéma français, et aujourd'hui, je vous redis tout sur la folie des grandeurs. Désolé si j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui, j'ai un petit peu trop fait la fête hier soir. Bonjour à tous, ça va être dur. Le début de notre histoire aurait pu débuter en 1947. La France connaît toute une série de vagues de grève, Vincent Auriel est élu premier président de la 4ème République, et sur le plateau d'Antoine et Antoinette, réalisé par Jacques Becker, futur réalisateur de Touche pas au Grisby, Louis de Funès joue dans son 5e film, dans lequel il joue des petits rôles, 2 dans celui-là. Il y rencontre Gérard Houry, comédien, qui joue également un tout petit rôle d'un client. D'ailleurs, ils ne tournent aucune scène ensemble, ils ne font que se croiser, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont même rien en commun. Pourtant, ils ne le savent pas encore, mais ils vont avoir des carrières hors normes. C'est en 1962, sous la présidence de De Gaulle cette fois-ci, et le début de la 5ème République, que la rencontre s'officialise. Louis de Funès est passé de figurant à second rôle entre-temps, voire second rôle de luxe, et Gérard Houry est passé de l'autre côté de la caméra. 2 ans auparavant, Gérard Houry avait joué dans Ruy Blas au théâtre, de Victor Hugo. C'était la dernière pièce dans laquelle il jouera en tant qu'acteur. Il y tient le rôle de Don Sallustre, qu'il interprète tout à fait sérieusement, tout en rêvant secrètement d'une incarnation de ce personnage aux antipodes de celui de la pièce. Car de quoi parlait-elle?
d'un ministre congédié à la demande de la reine, qui fait passer son valet pour son neveu, revenant d'Amérique, afin qu'il séduise la reine pour la compromettre. Voilà un super argument de comédie potentielle. Majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Où est la reine? Bien que Victor Hugo en ait décidé autrement. Au début de l'année 62 donc, Gérard Horry réalise Le Crime de Pépa, sa 3e réalisation. Le casting y est prestigieux. Michel Morgan, la seule fois où il la dirigera d'ailleurs. Edwige Feuillère, Daniel Darieux, Annie Girardot, Philippe Noiret, Pierre Brasseur, Christian Marquand ou Michael Lonsdal. C'est un festival. Et ce film à sketch connaît un succès plutôt correct. Et parmi ce casting prestigieux, il y avait aussi, dans l'unique scène comique du film, Louis de Funès, qui joue un barman hilarant, parlant un franglais aux côtés de Daniel Darieux. Mais j'avais tout de suite vu qu'elle avait l'air bizarre. Et si je ne l'avais pas surveillée, with the corner of my eyes... Vous la connaissez? Oui. Si vous ne parlez français, je vous comprendrai mieux. Ah bon? De Funès et Horry ne s'étaient pas croisés depuis Thermidor, une pièce de théâtre jouée en 48, où cette fois ils avaient noué vraiment connaissance. Ensemble, dans les coulisses de la pièce, De Funès lui parlait du cinéma muet, il jouait avec son nez, faisait du violoncelle avec, les prémices de ce qu'il fera bien plus tard dans Oscar au théâtre et au cinéma. Et en ce jour de décembre 1961, alors que Gérard Horry dirige son seul acteur comique de son film à sketch, il rit tellement derrière la caméra qu'ils sont obligés de tourner la scène plusieurs fois. Même le cadreur faisait trembler la caméra par ses rires, rendant les scènes inutilisables. De Funès et Horry auront alors une conversation qui va changer leur destin à tous les deux. Et ce, très rapidement. Tu crois être un metteur en scène de films dramatiques ou réalistes ? Lui demande Louis. Tu te fourres le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Répond Gérard. Parce que tu ris. C'est très rare un metteur en scène qui rit. Exceptionnel même. Tu es un auteur comique et tu ne parviendras à t'exprimer vraiment que lorsque tu auras admis cette vérité-là. La suite est plus connue. Gérard Horry va écrire le scénario du Cornio, le faire produire par Robert Dorfman, le producteur de La Gaumont, Alain Poiré, refusant le pari d'un film en couleur en Italie, alors qu'on pourrait tourner en noir et blanc et en Espagne, c'était bien moins cher, mais le Cornio, énorme succès, accouchera de La Grande Vadrouille, et énorme succès également. Et la façon de faire des comédies en France est alors révolutionnée. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Cependant, il faudra être patient pour retrouver le tandem de Funès-Bourvil. Pour ceux qui s'intéressent au Cornio ou à la Grande Vadrouille, j'en ai fait des vidéos dédiées, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je les mets dans la description de la vidéo, et également en suggestion à la fin. De son côté, Gérard Horry enchaîne en conservant Bourvil, mais en l'associant cette fois-ci à Jean-Paul Belmondo. Mais Bourvil présente déjà des signes de sa maladie qui le suit depuis 1 an. La maladie de Keller, un cancer des os redoutable qui pour le moment ne le fait que souffrir du dos, en particulier lorsqu'il doit exécuter ses propres cascades. Mais lorsque le film est projeté en avant-première en 1969, Gérard Horry apprend que son acteur vedette et ami n'en a plus pour longtemps. Et c'est son propre médecin personnel qu'Horry avait recommandé à Bourvil qui va trahir à l'occasion le secret médical. À Bourvil, il ne restera que 2 ans maximum. 18 mois en réalité. Et en regardant De Funès et Bourvil côte à côte sur le rang juste devant lui, il sait que le projet des Sombreros, adaptation de Ruy Blas, se fera sans doute sans Bourvil. Gérard Horry et sa fille Danielle Thompson sont abattus alors qu'ils commencent à peine à travailler l'adaptation. D'ailleurs, La Foulée des Grandeurs, c'est le seul film tourné par Gérard Horry qui est basé sur une histoire qui existe déjà, où il a juste fallu réadapter, et non pas tout inventer. Un nouveau producteur de Gérard Horry depuis le cerveau, Alain Poiré, est mis dans la confidence. Ensemble, ils décideront de poursuivre l'écriture malgré tout, de faire les repérages en Espagne, en février 70, et de poursuivre la préparation du tournage, comme si de rien n'était. Car si le tournage était annulé à ce stade-là, toute la profession serait au courant pour Bourvil, et lui aussi d'ailleurs. Maintenir ce projet, c'est maintenir Bourvil en vie le plus longtemps possible. Et après tout, pourquoi pas espérer un miracle? Peut-être peut-il vivre plus longtemps que le diagnostic de départ, peut-être qu'il y aura un miracle et qu'il y aura une rémission, on ne peut pas savoir. Peu importe combien ça coûtera, le film se fera, ne serait-ce que par amitié. Quant à Bourvil, pour combattre la maladie, il continue de tourner à diverses reprises, dans un registre même beaucoup plus dramatique qu'avant. On peut être malade, même très malade. Et aujourd'hui, on peut tout guérir, alors. Enfin, presque tout. Gérard Horry ira même chez lui régulièrement pour lui raconter l'avancée de son film. Comme quoi Michel Polnareff serait le compositeur, qu'il s'inspira du flamenco pour composer la musique du film. Comment Horry et sa femme avaient dîné à Genève avec le futur roi d'Espagne, qui le sera à partir de 75, Juan Carlos, qui leur permet d'obtenir les autorisations pour tourner dans des lieux historiques habituellement fermés aux caméras. Tout avance bien, mais à chaque fois qu'il revient le voir, l'état de Bourvil s'était dégradé. À tel point que lorsqu'il tournait dans les talons de Jean-Pierre Mocky, l'acteur devait se raser le crâne pour dissimuler les effets de sa chimiothérapie.
Et lors du tournage du Cercle Rouge, on l'a également évoqué sur la chaîne, Les gendarmes, c'est des... Elle les a eus. Ça, c'est the happy end. il le rencontrera à nouveau pour lui dire quelques scènes entre De Funès et lui-même qu'il avait déjà écrites. Mais il voyait bel et bien que son regard avait changé, qu'il était de plus en plus maigre, et quand il va le voir pour la dernière fois chez lui en juillet 70, Gérard Horry lui raconte comment il tord de peu à peu chaque scène de la pièce pour la transformer en véritable situation de comédie. Le bon appétit messieurs devenant le prétexte d'une tarte à la crème envoyée en pleine figure, c'est pour vite qui le fera. Comment ils vont jusqu'à emprunter des répliques à la pièce de Molière L'Avare, en particulier concernant le rôle de son partenaire qui lui permettra de jouer une belle saloperie avide de pouvoir mais aussi d'argent, comme Harpagon. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. À plat devant les puissants et tyrannique avec les faibles, du sur-mesure pour les deux. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai. Peut-être plus que jamais, il lui raconte la scène d'Il est l'or lors de se réveiller Monseigneur. Ça n'est aucunement une improvisation ni de Louis de Funès, ni d'Yves Montand. Toute cette partie-là était parfaitement écrite. Monseigneur, il est 8 heures. L'avantage avec Gérard Horry et Daniel Thompson ou Marcel Julien, contrairement à beaucoup de films dans lesquels De Funès a joué, c'est que, comme il faut 1 à 2 ans pour écrire le film, que le film est storyboardé, que tout est prêt, mis à part les trouvailles de dernière minute de De Funès qu'il ne faut pas négliger, mais il y en a beaucoup moins besoin dans un tournage de Gérard Horry que dans un tournage signé Jean Giraud, par exemple. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ça alors. La seule partie qui est improvisée dans la scène de Il est l'or, c'est d'aller chercher la pièce et d'écraser Yves Montand qui regarde sous le lit. Elle est là. Là, ils sont allés plus loin, parce qu'ils trouvaient beaucoup d'idées tous les deux, que Gérard Horry prenait parfois ou pas. Mais, globalement, le plus gros du travail était fait pour une fois. Et ils se mettent dans les petits coins tous les deux, et puis ils reviennent et joyeusement se tordent de rire en disant « Dis donc, on a trouvé ça ». Je sais que c'est une idée bonne, j'en suis sûr. À peu près, enfin, 99 chances, je suis sûr, des petites idées. Et on sait avec qui montant. Alors, que nous disons entre nous, j'achète ou je n'achète pas. Il achète souvent? Oui, mais je sais d'avance qu'il faut lui amener tout cuit, c'est-à-dire presque jouer. Il faut lui amener jouer. Quelquefois, c'est un petit peu à côté de l'histoire elle-même. Oui, puis il est là à figer, hein, Gérard, oui. Et au passage, c'est le dernier film écrit à 3 avec Gérard Horry, Marcel Julien et Daniel Thompson, puisque du coup Marcel Julien devenait éditeur à l'époque et avait moins de temps à consacrer à La Folie des Grandeurs, ce qui a un petit peu crispé l'écriture. Marcel Julien revenant seulement pour écrire La Soif de l'or avec Gérard Horry. Arrêtez-le. Donnez le billet à moi. Le billet. Ça sent francs. Ouvre. Mais non, il est pas mort. Il a juste pris une balle dans la tête. Mais pour la suite, notamment Rabbi Jacob, ou tous les films avec Pierre Richard, c'est juste Gérard Horry et sa fille qui vont écrire tout ça. Repoussé à 2 reprises, le tournage est prévu pour avril 71. Et pendant ce temps-là, malgré la maladie et la mort imminente, Bourvil rassure en se montrant en public en interview, ce qu'il ne faisait plus depuis un moment. Il va même jusqu'à assurer que sa vie le rend actuellement très heureux, car il a un travail qu'il aime, une famille aimante, et, d'après ce qu'il dit, la santé. Vous êtes un heureux. Moi, oui. D'après vous. Dites-moi, vous qui êtes psychologue, est-ce que j'ai l'air heureux? Vous avez l'air heureux, enfin on peut avoir l'air heureux et ne pas l'être. Si. Je suis un homme heureux. Ah ben, si j'étais pas heureux, il faudrait vraiment que je sois exigeant. J'ai une bonne santé, je fais un métier qui me plaît, j'ai 2 enfants formidables qui travaillent, j'ai une femme qui est une mère extraordinaire. Et quand je serai vieux, j'aurai rien à demander à personne. Et c'était l'une de ses dernières sorties, puisqu'il ne quittait plus sa maison depuis plusieurs semaines, sa seule sortie étant son jardin. Écouter un bon vieux disque dans son jardin, au calme, était l'une de ses rares manières de pouvoir s'extraire de temps en temps de la maladie. Et alors que le script de La Folie des Grandeurs est quasiment terminé, Gérard Horry rejoint pour la 3e fois sa fille Daniel Thompson à New York, où elle vit avec sa famille, et cette fois-ci, et durant 3 semaines, ils devaient voir ensemble la finalisation du scénario, ou plus exactement, son découpage séquentiel, afin d'avoir les scènes par décor et déterminer un plan de travail pour le tournage. Hélas, vous connaissez la suite. Le 22 septembre ou le 23, c'est selon les sources, un coup de fil résonne chez Daniel Thompson. C'est RTL qui demande à Gérard Horry de réagir à la mort de Bourvil.
Gérard Horry va l'apprendre comme ça, froidement, par un inconnu. L'acteur s'était éteint la veille dans son lit, un jour de grisaille, alors que sa femme lui tenait la main. Ils attendront le lendemain matin pour l'annoncer. Il avait ouvert une dernière fois les yeux pour lui dire au revoir, puis s'était endormi, définitivement. La dépêche tombera chez François. Bourvil est mort. Simple, sobre, tout comme l'enterrement de l'acteur, auquel assiste Gérard Horry, qui représentera également Louis de Funès, trop marqué par la perte de son partenaire pour se déplacer. Lui qu'il admirait tant il avait plusieurs partitions, là où lui n'en avait selon lui qu'une, même si ce n'est pas vrai. Je vous laisse avec cette citation. Il avait quelque chose de plus. Point je ne sais quoi de tendresse, qui ajoutait à son registre. Moi je n'ai qu'un seul registre. Il dira quelques mois plus tard, en janvier 71 dans l'hebdomadaire Jour de France, ayant refusé d'en parler jusque-là, « J'ai quelque peine à vous en parler, lui confiait-il. Un chic copain, un camarade très cher, un très grand monsieur et une perte capitale pour le cinéma. Nous nous complétions. Je le sentais, je le savais, jusque dans le générique. Bourvil, de Funès, c'était très bon phonétiquement. » Très affecté, De Funès fait même retarder les dernières prises de vue raccord du film Le Gendarme en balade qu'il venait de tourner, et bien évidemment, plus question de tourner sur le projet des Sombreros. Sans Bourvil, la moitié de l'intérêt n'était plus là. Pourtant, un peu plus d'une semaine après le décès de Bourvil, le 1er octobre 70, lors d'une soirée chez le chef opérateur Henri Decas, le chef opérateur du Cornio et qui devait l'être également pour les Sombreros, Gérard Horry discute avec Simone Signoret de l'annulation de ce projet, pourtant écrit, pourtant prêt, regrettant que personne ne pourra jamais remplacer Bourvil. Elle lui désignera alors Yves Montand, alors de dos, lui disant que lui, il pouvait le faire, à condition de réadapter le rôle de Blaze en un personnage plus charmeur, moins tendre que l'aurait joué Bourvil. Qui va lâcher un super sa place? Hey! Yves Montand est mitigé. Oui, le projet est bon. Oui, tourner avec De Funès, ce serait génial, il n'y a même pas à y réfléchir. Mais tourner dans l'Espagne de Franco, non. Et impossible que le film se tourne ailleurs. Il mettra alors 3 jours à accepter, convaincu par son entourage, qu'aller en Espagne pour y parler de liberté et de démocratie serait plus efficace et symbolique que le boycott de tout un pays. Mais en décembre 70, à 4 mois du tournage, une nouvelle frayeur. Un tribunal militaire espagnol condamne alors 9 militants basques à la peine de mort et 7 autres à la prison à vie. Et si cela devait être confirmé, Montand n'ira pas en Espagne, c'est définitif, et le film ne se ferait pas. Mais grâce à une forte mobilisation internationale et de multiples manifestations à Paris, ils seront graciés le 30 décembre de la même année. En parallèle, le scénario est remanié. Il avait été conçu au départ pour Bourvil, un rôle plutôt à la Sganarelle, avec une séduction de la reine progressive, en raison de sa gentillesse, de son dévouement et de son honnêteté qui finit par payer. Là où Montand, avec son physique plus avantageux, la reine pourrait en tomber amoureuse d'un seul regard. Bourvil avait dans son rôle 2 visages affichés dans ce film-là, un peu comme dans le Cornio. Dans la première partie des Sombreros, il devait jouer un Blaze gentil, honnête, serviable, naïf. Puis dans la deuxième partie, il devenait un peu plus comme dans les films de Melville, comme dans Le Cercle Rouge. Beaucoup plus sobre, plus sérieux, peut-être même plus inquiétant. Messieurs, voici le Yukon-kun. Alors là, il m'épate. Quand il réalise les choses et qu'il prend les choses en main, comme dans le Cornio, c'est un changement radical de jeu. Encore une fois, ça avait été écrit pour Bourvil. Le film aurait ressemblé à ça. Et en fait, Bourvil était plus crédible en tant que valet, moins en tant que Grand Espagne, là où Yves Montand, ce sera l'inverse. Plus crédible en Grande Espagne, moins en rôle de valet. Vous n'existez plus pour moi. Eh ben, vous permettez, c'est mon balai. Bandit, escroc, voyou. Mais le registre comique autour du personnage de Blaze doit également changer. Certes, Yves Montand avait déjà tourné dans des comédies, c'était plutôt rare, mais on pourrait citer Le Diable par la queue de Philippe de Broca, mais ça n'était pas comparable. Il fallait jouer sur leur différence de taille entre les deux. Oh, là, regardez un peu, regardez. Quoi? Regardez. Quoi? Vous êtes trop grand, vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là je vois ça, ça va maintenant. D'ailleurs, le titre va changer à ce moment-là. Les Sombreros n'étant pas très inspirants, en cours de réécriture, ce titre va laisser place à La Folie des Grandeurs. Un titre qu'il faudra imposer au producteur, pas plus convaincu que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, non. Vous n'avez vraiment aucune classe. De son côté, Yves Montand réclame son costume en avance,
qui fait près de 40 kilos tout de même, pour se balader avec chez lui, qu'il puisse s'imprégner de ce personnage de valet déguisé en seigneur. Et après 18 mois d'écriture laborieuse et avec 14 versions successives du scénario, il est temps d'attaquer les 4 mois de tournage en Andalousie. Une grande vadrouille entre le site du palais de l'Alhambra de Grenade, la bibliothèque royale de Tolède et les brûlantes collines de la région d'Almeria. Semaines en Espagne et 6 semaines en studio à Paris. C'est un gros boulot qui les attend tous. Et le tournage commence le 19 avril 71. Et la mayonnaise prend entre les deux. Dès la première prise, entre De Funès et Montand, ça fonctionne très bien. Là, il n'y a pas assez de mousse. Il n'y a pas assez de cheveux non plus. Mais d'après les témoignages et avec le recul, c'était cordial entre les prises, respectueux, mais leurs différences de conviction politique, Yves Montand étant dans sa famille très à gauche de la gauche, et De Funès plutôt à droite. Parfois ils s'en amuseront, parfois non. De Funès se dira même en famille, le pire c'est qu'il est sincère, il y croit en ces histoires. C'est vraiment casse-bonbon. Le communisme, autant dire qu'à De Funès ça ne lui parlait pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il était conscient parce qu'il avait dit à ses enfants, j'ai tous les livres de Funès derrière moi que j'ai tous repris pour préparer cette vidéo, mais il était conscient qu'en tournant La Folie des Grandeurs, ça serait pas pareil que tourner avec Bourvil. C'est pas la même chose. La reine a dit de tout prendre. Tout. Moi, je n'ai rien pris. Si. Ce serait forcément moins bien d'après ce qu'il a dit, c'est dur d'entendre ça. Mais en même temps, ça va peut-être le forcer à jouer différemment. Vous aider, monseigneur. Non, ça c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. J'ai pas besoin de bouffer. Et c'est toujours positif d'essayer quelque chose de différent. Parce que De Funès, après La Grande Vadrouille, a toujours tout remis en cause, a choisi d'autres réalisateurs, a toujours voulu se renouveler et rester dans le coup. Donc pourquoi pas changer, encore. Bien que Yves Montand ait été se présenter à Louis de Funès en privé avant le tournage, ce qui a été apprécié par ce dernier, Yves Montand reste stressé malgré tout et enfermé dans son atelier pendant plusieurs jours, en costume, à répéter également les chants qu'il devra chanter dans le film. Il avait à la fois la crainte de remplacer Bourvil, qu'il connaissait, puisqu'ils avaient tourné ensemble juste avant, mais également de ne pas être à la hauteur de son partenaire, en tout cas dans le registre comique, ce qui n'est pas sa nature première. Yves Montand suivra durant pendant 3 mois des cours de danse pour être prêt dans cette fameuse scène de danse espagnole, où il danse pendant que Don Salus essaie de le faire taire par en dessous, une scène légendaire. Mais entre ça et les cours de chant et l'appréhension de remplacer Bourvil et essayer son costume de 40 kilos chez lui, grosse préparation pour Yves Montand quand même, c'est à souligner. Mais tout se passe très bien. Yves Montand amuse même Gérard Horry avec son fan club qui le poursuit partout où il tourne. Un soir, alors qu'il dîne à Grenade avec Gérard Horry et Daniel Thompson, De Funès n'étant pas présent, une femme très élégante, en manteau de vison, de 45 ans environ, entre dans le restaurant, s'assoit à une table, à proximité de celle de Gérard Horry, de sa fille et d'Yves Montand, et fixe ce dernier, droit dans les yeux. Yves Montand se lève alors. Il va vers elle, lui fait un baise-main très gracieux, et revient s'asseoir à table. Il s'explique alors, voyant ses invités du soir plutôt surpris. Il leur explique. Où que je sois dans le monde, cette femme est là. Gérard Horry lui dit alors, mais il y a quelque chose entre vous? Ah non, pas du tout. C'était une groupie. Elle était très riche, heureusement c'était pas une psychopathe, parce que moi ça me ferait flipper. En tout cas, elle avait les moyens de se payer les billets pour le suivre partout où il allait, et elle était très bien renseignée. Parlons un moment d'Alice Sapritch, complètement à contre-emploi dans cette comédie, elle qui est cantonnée au registre dramatique de par son physique. 2 scènes sont particulièrement éprouvantes pour l'actrice. La première, c'est lorsqu'elle est poussée à l'eau, d'un coup de pied. Olé! Il m'a fait ça! Avec 20 à 30 kilos de matériel sur elle, car sa robe est doublée de plusieurs réservoirs qui seront remplis d'eau et de 60 mètres de tuyaux percés, de centaines de petits trous, pour avoir l'effet des jets lorsqu'elle s'assied pour écouter Blaze. Vous êtes si belle, si rayonnante, si lumineuse. Au passage, la scène où elle se fait mordre la main par le chien n'était pas prévue, elle s'est réellement fait mordre. L'autre scène, c'est celle du légendaire striptease.
Et l'anecdote, elle est bien connue, mais j'en cache une deuxième, qui l'est moins. Bien qu'Alice Sapritch ait pris des cours d'effeuillage sur Paris avant le tournage au Crazy Horse, avec Sofia Palladium, elle n'arrivait pas à bouger ses hanches de gauche à droite, ou de droite à gauche, et Gérard Houry tenait à ce coup de cul, selon ses termes, il souhaitait la voir, quoi qu'il arrive. Elle n'était pas arrivée à Paris durant les répétitions, elle n'y arrivera pas plus en Espagne. Sofia Palladium sera alors appelée en renfort dès le lendemain, elle prendra le premier avion, et la différence entre les deux popotins est nettement visible dans le film. Mais autre anecdote moins connue cette fois-ci, la scène du striptease a été tournée à 4 reprises pour avoir la bonne. Et c'est la 4e prise d'ailleurs qui fut la bonne, car quand Alice Sapritch, dans la 5e scène qu'ils étaient en train de tourner, se jette sur le lit pour lui mordre l'oreille, l'actrice lui griffe le cou, quitte à le saigner à mort. Yves Montand est en colère et est soigné à court de mercurochrome. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. De ce que j'ai lu dans le livre de Gérard Houry, Alice Sapritch a beaucoup souffert de ce tournage parce qu'elle trouvait que son personnage était ridiculisé. Vous êtes si aguichante avec vos yeux mutins, vos petits pieds. Je vous ai tout dit. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de jouer des comédies alors qu'elle est génialissime. Hein. Oh non! La vieille! Et elle était tellement triste de ne pas être convaincue par son personnage que Louis de Funès et sa femme l'ont invitée à 2 reprises à table le soir pour essayer de la réconforter, de la rebooster un peu. Et en fait, elle a pris ça un peu pour acquis. Du coup, tous les soirs d'après, elle venait mécaniquement à s'asseoir à leur table, sachant qu'elle venait pas seule, elle venait avec des copains qui étaient jamais les mêmes. Donc au bout d'un moment, ils lui ont dit, bah écoute, non, c'était juste pour 2 fois. Et du coup, elle va donner à De Funès une espèce de réputation de radin dans le métier. Ça, c'est pour moi. Alors que c'était juste une question de savoir-vivre. Mais tout ça pour dire qu'Alice Sapritch et De Funès, notamment sur Un arbre perché, ils avaient pas vraiment de scène ensemble, parce que De Funès est prisonnier de sa voiture, mais ici, c'était pas non plus l'amour fou. Bien que dans les interviews qu'elle donnera un peu plus tard, après la mort de Funès, comme tout le monde, elle aura un immense respect pour le talent de l'acteur avec qui elle a travaillé. Le mercurochrome bien visible rend impossible une 5e prise éventuelle. Heureusement, la 4e était parfaite. Maman! Le perroquet m'a tout dit. Ah oui? Concernant Karine Schubert qui joue la reine, et faire cette vidéo une 2e fois me permet de rectifier certaines choses. On le sait qu'elle va tourner mal, qu'elle va tourner dans d'abord des films érotiques, puis après des films porno dans les années 80, mais pas par choix, mais parce qu'elle avait besoin de payer les soins de son fils qui était très agressif, qui était toxicomane. Elle va tenter de se suicider plusieurs fois après avoir révélé qu'elle avait été abusée à 11 ans par son père. Elle va même être placée dans un asile psychiatrique il me semble. Et aujourd'hui, je sais pas si elle y est encore, je sais pas ce qu'elle devient, mais a priori elle est toujours vivante. Je n'ai rien trouvé qui aurait dit que Karine Schubert était décédée depuis. A priori, non. J'espère qu'elle va bien. Suisse, vous êtes. Et pourquoi Suisse? Mais qu'est-ce Suisse? Reste que sur le tournage de La Folie des Grandeurs, elle se faisait souvent engueuler par Gérard Houry, parce que dans le film, elle a souvent des fleurs dans la tête, dans ses coiffes. Et comme elle est souvent entourée de beaucoup de femmes qui la servent ou qui jouent avec elle, au Colin-Maillard par exemple, Gérard Houry voulait qu'elle ait beaucoup plus de fleurs que les autres. Manchmal. Das ist sehr delicat. Colin Maillard avec nous? Jouer? Don César? Majesté! Parce que c'est la reine, c'est normal, sauf qu'au moment où elle allait s'habiller, se maquiller et se faire mettre les fleurs, à chaque fois qu'elle faisait le déplacement entre les loges et la scène, elle perdait la moitié des fleurs, ce qui rendait Gérard Houry fou, parce qu'il voulait ses fleurs dans la tête, et il l'engueulait elle, alors qu'elle y était pour rien. Une autre scène importante se révèle être difficile pour obtenir le résultat escompté. C'est celle où quelques 150 figurants espagnols devaient brûler l'effigie de Sallustre en exprimant leur fureur et leur joie en même temps. L'assistant réalisateur espagnol aura bien du mal à tous les faire hurler de joie d'une façon convaincante. Et pour les motiver, il leur dira en espagnol, sans que Gérard Houry ne comprenne au début, « Imaginez que c'est Franco qu'on brûle ». Ça donnera la scène que vous voyez dans le film. Une scène qui va donner des sueurs froides à Gérard Houry, qui va, la nuit suivante, imaginer que si Franco était alerté du fait qu'on brûle, non pas quelque chose à son effigie, mais où on croit que c'est lui, et qu'ils sont virés du pays, bah le tournage, encore une fois, est terminé. Heureusement, il n'en sera rien. Pour la scène avec les Grands d'Espagne, tous les acteurs et figurants devaient mesurer 1,90 m minimum. Beaucoup de figurants, mais 5 vrais Grands d'Espagne qui sont mis au premier plan, mais qu'on n'a pas encore trouvé au moment du tournage, qu'on voulait trouver sur place. Et ce pour mettre en avant le contraste entre Sallustre,
un soi-disant grand d'Espagne, et les autres, vraiment grands par la taille. Et c'est grâce à l'acteur espagnol Monsieur De Mora y Arrigón, qui jouera Priego dans le film, celui qui demande à Blas de goûter le gâteau. César, viens couper ton gâteau. Bien volontiers. D'ailleurs, il tourne dans le film et ça n'était pas prévu, c'est parce qu'il va trouver les grands qu'il sera engagé lui-même en tant que grand d'Espagne, mais c'est lui qui trouvera 3 autres acteurs, Venantino Velantini étant appelé au dernier moment par Gérard Houry, avec qui il avait déjà tourné dans le Cornio, pour être le 5e grand d'Espagne, celui qu'on voit le plus dans le film. Vous remarquerez qu'aucune de ces difficultés de tournage ne concerne Louis de Funès pour une fois. Que ce soit ses colères habituelles, ses trouvailles de dernière minute toujours géniales, ou son angoisse de ne pas trouver cette idée géniale. La Folie des grandeurs, c'est LE film avec un grand LE, et un grand film, le plus préparé par ses auteurs, et par l'acteur aussi. Et tu t'imagines que tu trouveras en Espagne quelqu'un d'assez idiot pour marcher dans une combine pareille? Même s'il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu très peu d'improvisation réelle. De Funès n'avait qu'à faire son métier, s'y préparer et jouer. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas de pauvreté, sire. Pas créer en permanence, pas improviser tout le temps pour compenser un scénario qui n'est pas terminé. Mais c'est merveilleux. Comme il le fera dans quasiment tous les autres films, que ce soit Joe, que ce soit avec Molinaro. Il ne s'appelle pas Christian Martin par hasard? Vous le connaissez? Tous les films, sauf ceux tournés avec Gérard Houry. Ou peut-être les derniers, comme L'Avare, où il était malade et il n'avait pas le temps de répéter les prises, donc le scénario devait être un minimum plus préparé. Mais cette fois-ci, c'était pas à lui de trouver les solutions pour que le film soit bon. Et ça fait du bien. C'est pas moi, j'étais là. J'ai pas bougé de là. Menteur. Mais il n'y avait pas que ça. Ça n'était pas qu'à cause de la qualité de l'écriture que De Funès s'est, comment dire, contenu. En effet, sachant que Yves Montand n'était pas un comique dans l'âme, De Funès va souvent se retenir d'improviser pour ne pas mettre en difficulté l'acteur qui, lui, n'est pas dans l'improvisation. Quand tu joues du dramatique, tu joues ton texte. Comte de Gaffaro. Le Garofa. Le comte de Garofa. Qui s'en revient des Amériques. Où j'ai vu beaucoup d'Américains. Ça les empêche pas de trouver des gags en cachette, mais pas en direct. Et De Funès, lui, chaque prise n'était jamais la même. Il m'a vraiment pris en grippe. Qu'est-ce que vous dites? Il m'a pris en grippe. César, C'est vous? César, viens ici. Et bien que Yves Montand aurait peut-être très bien pu suivre, il n'a pas voulu prendre ce risque-là parce qu'il ne voulait pas l'écraser. Le film ne tenait que si on avait un nouveau duo d'acteurs, pas De Funès et le remplaçant de Bourvil en dessous. Allez, maltraitez-moi. Alors César, tu viens? Tiens, putain. Tiens, coquin. Très bien. Tiens, pipon. C'est trop fort, ça. C'est trop fort. Eh ben, Aïe. tiens. Aïe. Et dans l'écriture, Gérard Houry aussi va insister pour que quand De Funès n'est pas présent à l'écran, c'est-à-dire pendant une bonne partie du film, quand il est viré après la scène du coussin, le coussin avec la bombe dedans, là. C'est lourd. Pendant 15-20 minutes, on voit plus De Funès à l'écran. Mais le film a été écrit d'une telle manière que le public ne réclame pas son retour et ne demande qu'à voir que les scènes où De Funès apparaît dedans. Le muet. Le muet. Il est sourd en plus. Que Yves Montand ait sa place aussi, ne soit pas écrasé. Et je trouve que c'est réussi en ce sens-là. Fait des réformes. Mais c'est pour ça qu'ils veulent lui faire manger le gros gâteau à la crème. Mais c'était prévu, et par Gérard Houry à l'écriture, et par De Funès dans son jeu, de cette fois-ci se retenir, et juste jouer comme on jouerait un film classique. Et ça a été pas mal apprécié dans les critiques, qui reconnaissent que La Folie des grandeurs est un film bien plus complet que les autres, où De Funès ajoute ce qu'il sait faire à un film qui a d'autres atouts. C'est pas un De Funès show. Votre anniversaire, profitez-en bien, parce que c'est le dernier. Comment? Votre gâteau d'anniversaire, il est empoisonné. C'est pas un De Funès show, La Folie des grandeurs. Ce que sera Rabbi Jacob. La sortie du film est assez exceptionnelle en soi, car le film est programmé dans 120 salles de cinéma, ce qui était inédit pour l'époque, même si aujourd'hui ça peut paraître dérisoire. Les critiques sont plutôt élogieuses avec ce nouveau duo, qui non pas divise, mais additionne les avis favorables pour le film, même si évidemment certaines critiques étaient contraires, comme d'habitude. Mais certains étant pro De Funès et d'autres pro Montand, même si certaines regrettaient évidemment la disparition de Bourvil. Mais le film ne fera au final qu'à peine mieux que Le Cerveau, bien qu'il ait très bien démarré. 5,5 millions d'entrées seulement.
nettement moins que Le Corneau, encore moins que La Grande Vadrouille, il reste cependant un film qui s'est bien bonifié avec le temps. Il ne vieillit pas, puisque c'est un film moitié historique, moitié western, beaucoup moins ancré dans une époque qui peut avoir vieilli, mis à part De Funès qui lui ne vieillit jamais. Le film est porté par une magnifique bande originale de Michel Polnareff, le rebelle du casting, qui pourtant épouse parfaitement l'imagination de Gérard Houry, tout ce qu'il avait en tête en écrivant La Folie des Grandeurs, Polnareff allant jusqu'à avoir les louanges d'un De Funès amoureux de la bande originale de son nouveau film. Polnareff, une musique formidable pour ce film fantastique. C'est incroyable que la production n'ait pas encore sorti ce disque qui aurait dû paraître... Si, le disque du film qui aurait dû paraître au moins 15 jours avant. Il devrait être en vente dans les cinémas et tout le monde l'achèterait tellement la musique est splendide. Et je tiens à le dire. Et puis là, je me mets vraiment en rogne. Voilà. Michel Polnareff a un bon agent de publicité. Hein. La Folie des Grandeurs, c'est le film le plus beau de son réalisateur. Que ce soit la photographie, la mise en scène, les costumes minutieusement préparés tels que vous le voyez à l'image en ce moment, inspirés par l'existant, documentés, sans oublier les panoramas, le cadre désertique, les lieux de tournage allant de Madrid à Tolède, à Séville. Les décors sont magnifiques et c'est également avec Rabbi Jacob le film le plus politisé peut-être. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Sire, je proteste. Ce sont les pauvres qui paient les impôts, pas les riches. Précisément, c'était pas très juste. Et compte tenu du contexte du tournage, de la disparition malheureuse de Bourvil, des réécritures successives, le contexte politique en Espagne, c'est un véritable miracle, tout comme Rabbi Jacob un peu plus tard, que le film se fasse malgré tout. Et la chance ne sourira pas une troisième fois. Parce qu'autant Le Corneau, La Grande Vadrouille, ça s'est plutôt bien passé, autant La Folie des Grandeurs, c'est un film miraculé, Rabbi Jacob également, on en a également parlé, mais Le Crocodile, quant à lui, ne se fera jamais, vous le savez, parce que De Funès va, dans un premier temps, faire son double infarctus, on va devoir attendre qu'il aille mieux, et finalement, il n'ira jamais mieux pour jouer dans ce film-là, puis finalement, ils vont envisager de rejouer Le Crocodile, réécrit différemment, il va décéder avant, puis il va penser à Peter Sellers pour en faire un film plutôt international, Peter Sellers va décéder d'une crise cardiaque, il me semble aussi, d'un infarctus, malédiction. Puis on va se dire que finalement que Coluche, puisqu'on a tourné avec Coluche, il pourrait très bien jouer dedans, mais Coluche va se tuer en 86, donc au bout d'un moment c'est la fille de Gérard Houry, Daniel Thompson, qui va dire écoute, ce projet-là on arrête parce que ça ne va pas. Ça se trouve c'est nous les prochains, donc le Crocodile a été enterré définitivement. Mais ça aurait pu être le cas de La Folie des Grandeurs, ça aurait pu être le cas de Rabbi Jacob. Ces films-là ont bien failli ne jamais voir le jour. Merde! Grossier personnage, le prix que je t'ai payé, hein? Ces deux-là, et surtout celui-là, ont vraiment été accouchés dans la douleur, et malheureusement dans le deuil aussi. Donc respect à tous ceux qui ont été impliqués dans ce film-là, d'avoir réussi à produire un tel chef-d'œuvre dans les conditions pareilles. Embrasse-la, imbécile. Bravo. Et c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ma revisite de La Folie des Grandeurs. Une vidéo, j'espère, plus propre que la première, un peu plus fournie, plus dynamique, enfin plus tout quoi, j'espère vraiment. Parce que le jour où cette chaîne s'arrêtera, parce que peut-être que moi je serai plus là un jour non plus, je veux vraiment que toutes les vidéos soient encore regardables dans des années. Celle de La Folie des Grandeurs, avec mes bras qui font ça tout le temps, l'était de moins en moins. En tout cas, moi j'aimais pas. Donc j'espère qu'elle fait plus pro, qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas de m'avoir fait l'amitié d'être encore là pour la regarder peut-être une deuxième fois. Mais La Folie des Grandeurs en avait bien besoin d'un petit coup de jeune. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à le dire à YouTube en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un boost. En tout cas, ça aide beaucoup la vidéo à être vue par le plus de monde possible et je vous en remercie énormément. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet beaucoup plus récent cette fois-ci, vous le verrez. Et en attendant, d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.